installateur, plasticien, passionné de matière, passionné de mouvement. Ici, vous êtes dans mon atelier où vous pourrez voir toutes sortes de sculptures qui sont en lien avec les thèmes actuels, que ce soit les plastiques par exemple, que ce soit les polymères, que ce soit des sculptures en nickel-titane. Et dans l'atelier, on travaille par moments, certainement vous entendrez des bruits de meules qui montrent que c'est des choses qui se créent avec de la matière, avec du mouvement, de la force et de l'énergie. Je me rends compte que déjà très petit, je visualisais des choses, je les mettais en image. Ce que j'avais ressenti, je ne le savais pas, mais j'avais peut-être la chance de pouvoir en faire quelque chose, le mettre en forme, le mettre, faire ressurgir les impressions et construire une image, comme une BD, mais dans ma tête. Et ça, je passais toujours des heures assez longues avant de m'endormir à imaginer. Et je pense que ça a été le ferment de quand même la possibilité, quand je lis un livre, je lis très lentement, parce que je le mets en image, en 3D. Et plus que 3D, en vie. Donc c'est une approche particulière qui a certainement fait que je suis devenu sculpteur plutôt qu'ingénieur ou architecte. Le premier souvenir de la matière, j'habitais dans un hôtel et mon père adorait bricoler, il a refait l'hôtel dans son entier presque. Il peignait, il a fait le chauffage central en partie, l'aménagement de lavabo, etc. Et moi, je me souviens que quand j'avais 4-5 ans, il coupait au chalumeau et je me baignais dans les pluies de métal qui dansaient dans le sol avant de tomber par terre. Et c'est le premier contact avec cette beauté de la matière qui scintille finalement comme l'univers. Alors, ceci, comme premier indice, comme première étincelle, on pourrait dire, il y a eu un déclic très important. D'une part, j'étais pas très heureux dans le système scolaire, j'arrivais pas à me trouver, j'étais pas très heureux dans le système relationnel, c'était compliqué pour moi. Et j'ai été attiré par des gens qui avaient des possibilités d'utiliser l'imaginaire, comme des écrivains, comme des... Et ça été les premiers contacts avec le monde culturel. Et puis ensuite, très vite, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui est tombée vers 14 ans et demi, 15 ans dans ma vie. C'est un de mes beaux-frères et qui venait de La Ciotat, qui avait suivi des cours avec le sculpteur César, qui était complètement pris par la création, la musique, les choses comme ça. Et quand il est arrivé en Suisse, il a eu envie d'apprendre à souder. Et je me suis engouffré dans sa passion. Et cette passion est entrée complètement en moi, m'a habité. Et dès le moment que j'ai commencé à entrer dans le monde du métal, il ne m'a plus lâché. Donc c'est une rencontre, on peut dire, foudroyante. Et à partir de là, tout mon chemin s'est construit à partir de cette rencontre. Comme une espèce de bouée qu'on m'a jetée à un moment donné où j'aurais pu me perdre dans l'océan. Et plutôt que de sombrer, cette bouée m'a permis de recoller et repartir dans quelque chose où pour moi la vie est possible, simplement. C'est pas qu'une impression que la matière est vivante,
c'est la réalité. Les choses vibrent parce qu'entre les atomes, il y a des espaces infinis et il y a la place de bouger. Et c'est ce mouvement qui crée les objets, qui crée les ondes, qui crée l'univers. Donc, penser que le monde n'est pas en mouvement, c'est peut-être ne pas l'avoir très bien compris. Et ce que j'essaye de traduire dans mon travail, c'est un langage qui va au-delà de la forme. C'est-à-dire, au-delà de la forme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la vibration, il y a le mouvement, il y a le souffle, il y a les sonorités et il y a les espaces quelque part. Donc, c'est vrai que pour moi, la matière, elle est la structure qui, on pourrait dire, ne peut pas... Est-ce que c'est le support de la conscience, quelque part? Parce que la conscience, est-ce que la conscience est matière? On a pensé longtemps que la lumière, qu'est-ce que c'était? C'était particules, c'était ondes. Finalement, c'est les deux. Est-ce qu'on a les outils pour mesurer la conscience? On ne sait pas. Mais est-ce que c'est particules, ou est-ce que c'est ondes, ou est-ce que c'est encore autre chose? La seule chose qu'on sait, c'est que pour nous en tant qu'humains, la matière porte la conscience. Puisque si on n'a pas de structure, on n'est pas là. Donc pour le moment, avec les évolutions, on ne sait pas comment on sera, mais actuellement le corps porte cette conscience et en soignant son corps, on peut porter plus longtemps ou de manière plus intense peut-être cette conscience. Et le corps est matière, mais une matière assez mystérieuse, parce que quand on voit la complexité d'un corps, c'est magique, c'est absolument complètement fou, quoi. Pour moi, la matière, je pense qu'il y a une conscience dans la matière, parce que si vous regardez dans un microscope électronique, une matière comme un bout de fer, par exemple, qu'on dira un bout de fer, ah c'est un bout de fer. Pour quelqu'un, un bout de fer, c'est dur, c'est solide, il n'y a pas de vie. Mais quand vous regardez au microscope électronique, vous voyez que déjà, un morceau de fer, c'est un foutoir pas possible, parce qu'il y a des bouts de carbone, il y a des bouts de fer, il y a du chrome, il y a un peu de nickel, il y a un chouïa de ci et ça, dans un désordre total. Parce que le fer est une matière, déjà, il y en a énormément sur Terre, c'est ce qui compose, c'est le deuxième matériau sur notre Terre, et c'est pas une matière organisés comme d'autres qui sont très structurés. Et dans ce chaos, entre guillemets chaos, parce que le fer a quand même une identité de fer, ces choses sont cohérentes entre elles, mais pas forcément, comment dire, avec une composition structurelle précise, répétitive, etc. Et là-dedans, vous voyez qu'il y a des atomes qui s'entendent bien, qui se mettent ensemble, et il y a des atomes qui migrent. Donc on retrouve dans un tout petit morceau de fer les mêmes problématiques qu'un être humain qui vit dans une société. Il y a des êtres qui s'attirent, qui vivent ensemble, et il y a des autres qui migrent par, on ne sait pas si c'est par choix, par nécessité. Il y en a qui sont exclus et d'autres qui ne peuvent pas intégrer. Donc moi ce qui me fascine, c'est de penser que finalement on a une pensée qui est issue de comment est construit notre corps avec la matière qu'on a. Parce que si on était peut-être dans un autre système, on penserait peut-être forcément différemment. Je crois que le scientifique, avant qu'il soit utilisé pour avoir une profession, enfin pour avoir un gagne-pain, il est plutôt intéressé par le questionnement. Et par ses recherches, par son assiduité, par ses compétences, il trouve ou il ne trouve pas. C'est pas un chercheur ne trouve pas toujours, mais il cherche. Donc, je pense que le chercheur, comme moi je me l'imagine, c'est une personne qui a certainement un moment
le fruit de sa collaboration amène à un problème de conscience. C'est-à-dire, oulala, qu'est-ce que j'ai inventé? Comment est-ce que j'en parle ou j'en parle pas? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça si j'en parle? Et ça, c'est un problème qui met les capacités du chercheur à la confrontation d'être homme et d'avoir un ego, et il se trouve confronté avec le politique et avec son ego. Donc, et là, le problème éthique, qui est forcément rattaché à la conscience, est de qu'est-ce que je fais? Mais je ne sais pas, le chercheur, il y a des chercheurs qui cherchent, par exemple, j'ai rencontré dans les alliages mémoire de forme des chercheurs qui travaillaient les monocristallins. Et si un fil de nickel titane, il a dans 6 à 7% de sa structure aucune déformation, les monocristallins arrivent jusqu'à plus de 20% de non. C'est-à-dire qu'avec un fil, on peut faire un nœud, on dessert un vrai nœud, on dessert ce nœud, et il n'y a aucune trace dans le métal de l'action qu'on a fait sur ce fil. Ce qui est absolument impressionnant, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait faire des millions de fois ce nœud, le métal n'est jamais impacté par une déformation. Donc ça m'a amené à comprendre, et ces applications n'ont pas pu être utilisées pour la médecine comme ça, pour la simple raison, c'est qu'ils contenaient ou du nickel ou des matériaux que le corps rejette. Donc automatiquement, il y a des découvertes qui sont écartées d'un domaine financier, donc qui permettrait la possibilité d'exister pour ce matériau, pour des critères qui sont extrêmement précis, quoi. Donc il y a toute une quantité de choses qui ne voient pas le jour parce qu'elles ne trouvent pas de possibilité d'exister dans la structure de notre société. Lors des collaborations scientifiques, j'ai eu la chance de rencontrer à Barcelone Jorge Wagensberg, qui était en train de réaliser un musée scientifique avec une vision totalement nouvelle de l'expérience muséographique, en illustrant par l'art, par la beauté, les phénomènes. Donc automatiquement, on s'est rencontrés et j'ai réalisé pour lui, pour le musée, une pièce avec des alliages mémoire de forme. Et puis il s'est passé la chose suivante, lors d'un dîner, comme il était un épicurien et qu'il adorait les restaurants gastronomiques, j'ai eu la chance de me passer des repas où les discussions étaient passionnantes. Et à ce moment-là, il m'a posé la question si ça m'intéressait de faire une représentation de neurones pour le musée. Et j'ai dit, je ne connais pas du tout ce sujet, ce n'est pas un problème. Alors il se passe la chose suivante, c'est qu'à Barcelone, Ramon Cajal a trouvé très très tôt, je ne sais plus si c'est le XVIIIe siècle, il a pu se représenter ce que c'était un neurone. Et il a dessiné un arbre. Le neurone de Cajal est absolument magnifique parce que c'est un noyau comme ça, et il y a un grand fil qui est des synapses avec des connexions qui sont des dendrites, et puis qui permettent ces dendrites de connecter. Et c'est vrai que ces synapses peuvent être très très longues et connecter tout le corps en entier. C'est pour ça que la description de ces neurones avec leurs synapses représentait cette image de Terre-Lune avec cette finesse pour expliquer la finesse et la prouesse technique de notre corps. C'était une représentation pour montrer la finesse d'un lien de communication. Et là, on est dans notre corps. Non, je pense quand même que quand maintenant on sait quand on utilise
les atomes, on arrive à construire des nouvelles structures avec les atomes. On arrive vraiment à les éduquer, à les structurer, à les couper, à les fondre. Les gènes, c'est la même chose. Les cellules, c'est la même chose. Et finalement, l'embryon des choses, qui a certainement, forcément la vie, cette partie-là, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi cette chose, pourquoi cette toute première brique existe et comment comment la vie a pu se propager. Maintenant on le sait par des bactéries qui sont la vie. Est-ce que les bactéries ont une conscience? Parce que c'est vraiment l'essence des choses. Les virus, on sait que sans les virus, il n'y aurait pas de mutation, donc la vie n'aurait pas lieu. C'est des toutes petites parties de la vie qui sont faites là pour quelque chose. Alors, la question est de savoir, je ne sais pas, on reste un peu je sais pas, petit, en tout cas nous aussi petits par rapport à cette question, parce que c'est compliqué devant cette beauté de la construction, si on sait comment les choses se construisent, la complexité, quand on pense à un neurone, si on voit qu'il part du doigt de pied jusqu'à la tête, et que si on la met à l'échelle de par exemple, la distance Terre-Lune, le noyau serait comme un ballon de gymnastique, c'est le gros ballon de gymnastique. En haut, il y aurait une orange, et le fil de 300 000 km serait du diamètre de notre poignet. C'est hallucinant de voir comment on peut faire un fil comme ça, comment on peut construire qui passe les informations de manière chimique et électrique. Donc, c'est hallucinant. Et moi, par rapport à ce mystère de la vie, j'ai un peu de peine. Je reste plein de questions par rapport à la conscience. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. Je pense qu'elle existe peut-être partout, effectivement. Si on pense au monde quantique qui actuellement peut dire que deux choses sont en même temps dans l'espace et communiquent, on peut penser que c'est un embryon de conscience, du fait qu'il y ait pour moi, conscience, il doit y avoir un lien. S'il n'y a pas de lien, ça sert à quoi la conscience? La conscience, elle est de un point à un autre. C'est comme ça que je la visualise. Et par rapport à la conscience, il n'y a plus de choses physiques entre les choses. Alors, c'est clair que si on doit se le représenter, c'est vrai que la représentation la plus proche, c'est ce phénomène quantique, qu'on est fait de deux choses qui peuvent être éloignées dans l'univers, mais tout le temps connectées. Et à mon avis, pour moi, la conscience, c'est une connexion. Mais je ne suis pas scientifique, je parle du point de vue représentation artistique, et c'est quelque chose qui me parle. Parce que je vis énormément les problèmes de synchronicité, où je dis « Ah, c'est incroyable, je pense à cette personne, le téléphone sonne, je réponds à elle. » Donc, je me dis que ce n'est pas des phénomènes, c'est des phénomènes qu'on pourrait qualifier d'irrationnels, mais pour moi, c'est propre à quelque chose effectivement de mystérieux et qui me plaît. Je ne porte pas d'autre jugement que c'est quelque chose qui me touche et qui me plaît, de rester en connexion avec les autres et que ça peut être absolument instantané. Et dès ce moment-là, on peut imaginer et croire à une conscience dans la matière qui n'est pas là, mais la matière est faite aussi de vide, beaucoup de vide. Donc, moi je suis un sculpteur, donc j'essaye de comprendre la vie et je traduis la vie par la matière. Et
pour moi, la matière sert à véhiculer ma pensée, puisque je peux donner du sens à une chose à travers un objet. Et les gens captent le sens à travers l'objet. Donc c'est aussi une manière de conscience par rapport au médium de l'objet, de la matière. Et ça, c'est une relation que je vis et qui me porte, qui me plaît, qui me permet de me dire que finalement la vie, c'est vrai qu'il y a le côté magique de la vie, je peux le vivre. Je ne suis pas rempli et saturé de quotidien parfois compliqué et répétitif et lourd, parce que le quotidien de la vie peut être étouffant jusqu'à ne plus avoir envie de vivre, jusqu'à ne plus avoir envie de faire quelque chose, parce que le quotidien, par la dureté des situations, fait qu'on n'arrive plus à pouvoir penser à cette magie de la vie. Donc c'est à mon avis un privilège que certaines personnes cultivent, comme entre autres les artistes, je ne veux pas les scientifiques et les philosophes, mais aussi les gens de la terre, parce qu'en travaillant la terre, on travaille la vie, la création, la vie. Après, les gens qui ont un imaginaire, donc tout le monde. C'est pas seulement tout le monde n'a pas un travail qui lui permet d'être en relation. On continue avec ça. Il va avoir des ruptures parce qu'il donne son temps pour certaines choses. Et puis moi aussi, pour pouvoir avoir ces petits moments un peu de grâce, ma vie est remplie de choses qui doivent permettre, comme le corps, un tuteur qui permet de porter une idée et de porter aussi peut-être une conscience. C'est comme une préparation. Enfin, je le sens et le vois comme ça. Que la conscience, c'est... Je ne sais pas si ça s'apprend, parce qu'il y a des gens, on a tous une conscience. L'être humain a une conscience par rapport à un animal, mais est-ce que l'animal n'a pas de conscience? On dit qu'il n'en a pas, mais moi je n'en sais rien, on ne sait pas. Ça ne m'intéresse pas d'exclure, ça m'intéresse beaucoup plus de comprendre que comment finalement, par ces mystères de la nature, par cette compréhension de la matière, peut-être s'approcher. Puis est-ce que c'est important de comprendre la conscience? Je ne sais pas. Alors actuellement, par rapport à la mort, je viens de faire un travail que j'expose à Vuitton, au château de Vuitton, qui c'est le titre de la pièce de la poule à l'œuf, de la plume au polymère. Et là, j'ai fait un travail, suite à tout le travail que j'ai fait pendant 2-3 ans sur les plastiques, j'ai fait un travail sur la prise de conscience, de nouveau avec un scientifique, Rudi Koopmans, qui est professeur à Fribourg, qui a ouvert une start-up sur innovation plastique competence center, sur une réflexion de ne brûlons plus rien. Une chose brûlée disparaît pour des millions d'années. On est dans une économie avec une biosphère qui est un cycle qui nous échappe parce qu'en grande partie, il comprend tout. Il comprend tout ce qui se passe sur notre Terre et il régénère ces choses. Ce qui fait qu'il y a un cycle, une circularité, qui fait que normalement, avant l'arrivée des polymères issus du pétrole, on recyclait tout quasiment. Tout ce qu'on utilisait, le verre, les déchets carnés, les déchets ménagers, tout ça a été recyclé ou en compost ou pour remettre dans la terre, etc. Et c'était mangé par des animaux qui retransformaient ça en terre, qui reformaient ça. Et cette circularité permettait à la Terre l'homme n'intervenait pas dans le processus de cette circularité, du fait que sa présence était complètement digérée. Et actuellement, on est intervenu où on brûle les choses et on perturbe ça. Mais je voulais dire par ça que j'ai commencé à travailler finalement le vivant. J'ai fait des sortes de cakes qu'on fait avec des
poudre de plumes broyées, de collagène et puis de l'hémoglobine. Et ces cakes fabriqués au four comme un gâteau. J'ai coupé ces tranches. Ces tranches ont la particularité que si on les met dehors à l'eau, elles disparaissent parce que c'est de la kératine. Les plumes de poule, c'est de la kératine, elles disparaissent dans le sol, comme ça. Elle nourrit même le sol, parce que c'est très riche pour le sol. Et ce qui se passe, c'est que notre Terre produit, par exemple, 80 milliards de poulets par année qui sont tués. Donc mon travail était pour illustrer le cycle de vie et de mort. Et dans le cadre des poulets, un cycle de vie qui est quand même extrêmement brutal, qui est irrespectueux par rapport à quelque chose qui est vivant et qui a une mort qui est relativement assez atroce. Et dans ce sens-là, et tout ça pour être brûlé, parce qu'on n'utilise même pas ça pour faire d'autres choses. Alors actuellement, il y a maintenant, on utilise une partie, on essaye d'utiliser ça pour ne pas le brûler en engrais. Et les scientifiques se rendent compte que dans la kératine, il y a des substances qui sont absolument prodigieuses. Par exemple, qu'on peut utiliser le côté imperméable pour plastifier, mais plastifier dans le sens de imperméabiliser, avec des polymères qui ne sont pas issus du pétrole, des choses qui nous permettraient d'emballer des produits, par exemple. Et toutes ces recherches sont face à la vie. Et ce travail où j'ai travaillé ces poudres avec le vivant a une odeur. Et c'était une chose qui manquait dans mon travail. Je travaillais la forme, la matière, la couleur, la sonorité, le toucher, le mouvement. Il me manquait l'odeur et c'est fait. Et par rapport à ça, j'ai un ami qui est entré et qui m'a dit, en entrant dans mon atelier, ça sent la mort chez toi. Et ça m'a assez bousculé parce que quelque part, notre société peut-être, il y a cette odeur qui va commencer à se répandre où, à force de plastifier tout, d'imperméabiliser ce qui est le vivant, on va peut-être faire ressurgir le côté mort. Et cette odeur est très très prenante. C'est quelque chose qui s'inscrit et qui reste un peu bloqué. À force d'avoir travaillé ce produit, j'ai mon nez qui est beaucoup plus sensible à des choses qui sont proches de quelque chose qui disparaît. Ce qui est curieux. Donc, ce lien avec la mort, il s'est même inscrit dans un quotidien et qui fait que, pour moi, utiliser la mort, c'est une possibilité de revivre actuellement. Et c'est une possibilité qu'il faut vraiment prendre très au sérieux parce qu'on a besoin de ressources. Et si on casse cette chaîne de circulation globale, on va se trouver dans un circuit qu'on subit plutôt qu'on apprécie quelque part. Et pour moi, c'est des réflexions qui sont vraiment par rapport à la mort, c'est-à-dire que la mort est nécessaire pour continuer la vie, au point de vue corporel. Et à partir de là, est-ce que la conscience disparaît aussi? C'est une question qu'on se pose quand le corps mort. Est-ce que la conscience disparaît ou s'échappe et reste quelques grammes, milligrammes, microns qui circulent? Ça, on aime, je ne sais pas, je laisse libre. Je ne crois pas que j'ai envie de dire je ne crois pas en la réincarnation, je crois en la réincarnation, nous sommes toujours vivants. Je pense qu'il y a des particules de choses qui vivent longtemps. Donc, qu'elles restent quelque part, qu'elles s'inscrivent, que tout ne disparaît pas. Mais comme c'est tellement mystérieux, j'aimerais pas assassiner un processus d'imagination, de poésie ou de réalité, ou simplement en disant non, ça n'existe pas, c'est pas ça. Donc pour moi c'est un sujet qui est ouvert et que je reste assez attentif quelque part.
l'artiste, on peut toujours rester dans ce rôle de faire quelque chose qui nous touche, qui sort de nos émotions, etc. Moi, je cache pas que c'est une chose qui me touche, qui me plaît de faire ça, mais actuellement, c'est vrai que dans mon travail artistique, je rejoins l'idée que actuellement c'est urgent d'être politique quelque part, dans le sens que on peut travailler le beau, on peut se faire plaisir, mais que je trouve que si on peut par son travail participer à une urgence, que notre monde puisse continuer dans des conditions supportables, j'ai le plaisir et le bonheur et l'envie de le partager, de prendre quelque part un peu de mon temps, entre guillemets, de sculpteur, comment dire, qui correspond à l'archétype du sculpteur, pour entrer dans un artiste chercheur. Et moi, par les matériaux, j'ai toujours aimé chercher. Et le vivant, quelque part, c'est un matériau qui m'arrive dessus. Mais c'est vrai que là, je finis aujourd'hui, j'ai le bon à tirer pour un livre qui s'appelle justement de la poule à l'œuf, de la plume au polymère, qui est un livre avec des scientifiques, des gens d'écoles de design qui utilisent ces produits pour utiliser cette matière première qui est gratuite et même qu'on paye pour désintégrer, parce que brûler quelque chose, on le paye, on paye nos poubelles, on paye ça. Donc pour se débarrasser d'une ressource, on paye, ce qui est une absurdité. Donc c'est un cheminement qui pour moi a été très intéressant. Je ne sais pas si je vais le poursuivre plus parce que je me rends compte que c'est très ingrat et très compliqué de travailler avec le vivant. Et puis ça, par contre, alors ça touche des questionnements qui sont vraiment passionnants et vital quoi, pour la suite, quoi. Donc ouais, j'aime bien ce côté un peu de rester un peu turbulent. J'étais un adolescent très turbulent, et puis j'ai l'impression que cette turbulence et puis ce côté iconoclaste me reste collé à la peau, et je suis assez heureux de garder le souffle de cette recherche, de cette soif d'expérience. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas un travail documentaire, d'imprimer tous les jours le contenu de ma poubelle, tous les plastiques alimentaires de la poubelle de notre foyer. Et j'ai mis 6 mois à trouver un protocole, et ce protocole, c'est 2 recto verso, j'encre, je nettoie les plastiques, je les encre, je les mets en sandwich dans 2 cartons, et je passe ça sous la presse. Et je me suis posé la question, si j'ai fait ça, est-ce que de faire ça que en noir, que en bleu, que si, est-ce que c'est pas un parti pris que je vais regretter sur une année? Et je me suis dit, mais je pourrais raconter en même temps un travail sur le temps qu'il fait, parce que la notion du temps est récurrente dans mon travail, on la trouve à différents degrés. Le temps qu'il fait, la pluie, le vent, le soleil, la neige, le gel, et le temps qui passe entre le moment de hier, maintenant, demain, et ces choses de la rouille qui s'inscrivent a été quelque chose de très important. Donc j'ai fait un protocole tout simple. J'ai dit par exemple de 26 à plus c'est violet, de 20 à 25 c'est rouge, de 16 à 20 c'est jaune-orange, de 1 à 15 c'est bleu et en dessous c'est noir ou blanc. Et puis comme ça, chaque fois que je regardais la météo de la journée, je voyais le temps qu'il a fait le jour d'avant et je voyais la nuit la plus froide 5 degrés, le jour le plus chaud c'était 18 degrés et je prenais les couleurs qui correspondaient pour une face et l'autre de mon travail et finalement j'ai fait 730 estampes.
Et j'ai eu la chance de les exposer au Centre d'art contemporain d'Yverdon, le CACI, de manière temporelle, jour par jour, mois par mois. Et ça remplit toutes les simèses jusque-là, c'était parfait, à 50 cm près. Les 790 estampes étaient posées. Et les PFL, tout un groupe du développement durable et la journée du festival Scientastique m'ont proposé de faire une intervention à l'EPFL. Et on a construit contre le grand mur du bâtiment SG les 730 carrés de 45 sur 45, il y a 160 mètres carrés de gravure, et comme une seule pièce. Et c'est une année de jour et de nuit. Et à ce moment-là, j'ai présenté ce travail à Julio Arozarena, qui est chorégraphe, et avec qui j'ai envie de faire une relation par rapport au toucher, la sculpture corporelle et la sculpture matérielle, une relation. Et quand il a vu cette fresque, il m'a dit « Écoute, je viens avec un ami caméraman et une danseuse et on fait quelque chose. » Et ça a été assez magnifique, cette danse par rapport à la vie, à la mort. Et devant cette fresque qui est le constat assez fou d'une poubelle vue 365 jours et avec une ligne devant qui est simplement les enveloppes comme une espèce de ligne graphique, les enveloppes qui sont mises, 365 enveloppes, avec tous les plastiques qui ont été imprimés dessus. Et le poids de la poubelle était de 28 kg pour 2 personnes. Et le nombre de surfaces, parce que les plastiques sont empilés, représente des centaines de mètres carrés. Donc la dangerosité, ce que les gens se rendent compte, c'est que le plastique est immensément léger et peut développer une surface, mais immense, qui est une complexité par ces particules se défont et elles nous envahissent et elles ne disparaissent pas facilement. Et tout ça, c'est un travail en même temps d'une grande beauté et en même temps d'une gravité. Et finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai travaillé pendant des années le métal dans sa lourdeur, sa dureté, avec l'a priori, c'est lourd, c'est froid, c'est comme ça. Et ce métal, je lui ai redonné une peau chatoyante, brune et même douce parfois. Et ces tonnes de métal dansent avec une légèreté. Et maintenant, je travaille avec des plumes qui sont d'une légèreté incroyable pour parler de la gravité la plus lourde, la plus pesante, la plus noire du monde. Donc, je trouve intéressant d'avoir cet inversement des matériaux et cet inversement des dichotomies entre légèreté et lourdeur et d'avoir transposé les champs d'exploration de cette manière. C'est des surprises de la création, d'avoir à travers des discours une observation sur les phénomènes. Une synchronicité, par exemple, c'est quand j'avais 15 ans, 14 ans et demi, 15 ans, j'ai été à Paris. Et puis, avec mon oncle, qui est céramiste, on a visité une école de céramique. Et j'ai rencontré une personne à Paris, qui était étudiante et comme ça. Et après, je suis retourné en autostop, comme ça, et je me suis dit, mince, j'avais pas de fric et tout, je vais dormir où, etc. et tout. Et puis je me dis, je vais visiter ce magasin qui est la Samaritaine, ou je sais plus lequel c'est, qui a cet escalier comme dans ma barre, et puis je me dis, je vais vivre ça. Et quand j'arrive en bas de l'escalier, je tombe sur cette seule personne que je connais à Paris. Et là, je me dis, c'est pas possible, quoi. En connaissant qu'une seule personne dans une ville, d'arriver et de tomber sur elle, c'est quand même assez phénoménal. Et ça, c'est assez, comment dire, ouais, bouleversant, parce que c'est une question, dans ce cas-là, c'est pas très grave de dormir dehors, mais
Je veux dire, il y avait une urgence, il y avait quelque chose quand même de complexe, etc. Et paf, on tombe sur cette personne qui est là. Bon, ben, c'est une époque où on côtoyait un peu les expériences en étant adolescent. Et c'est vrai qu'on prenait parfois du LSD. Et sous le LSD, je me suis rendu compte qu'en plein hiver, il y avait des structures de plantes, de gentianes, de trucs comme ça, et tout, couvertes de cristaux, de neige, comme ça, dans la campagne. Et j'ai fait visiter mon acolyte à visiter un musée d'art contemporain dans les boules de cristal, avec les salles, avec les artistes, avec tout ça. Et on était dans un périmètre de 5 cm3. Donc c'est inexpliqué parce qu'on sait qu'on peut voyager avec les drogues, mais de voyager dans un univers aussi incroyable spatialement, j'ai jamais vécu ça. J'ai jamais vécu ça et je ne sais pas encore. Disons que pour moi, ça m'a montré quelque chose d'assez fou, c'est que la représentation qu'on se fait des choses, on est bien en dessous de ce qu'on pourrait faire. C'est-à-dire que dans la vie, on est toujours en dessous de quelque chose. On n'est jamais plus, on est toujours en dessous. C'est hallucinant de te rendre compte que tu es par-dessus tous les petits problèmes, tu es vraiment... parce que tu es toi, c'est ça qui est fou, tu n'es pas un autre, tu es vraiment toi. Et sans contingent. Il faisait froid, il faisait moins 10 dehors, on était n'importe comment et tout, sans aucune contingence de phénomènes extérieurs, que dans ce que tu projettes. Donc il y a une espèce de folie, ça c'est sûr, il y a quelque chose de fou. Il y a quelque chose de fou de pouvoir être si proche de quelque chose qui est, c'est un absolu, mais qui est après, qu'est-ce que tu fais avec, hein? C'est ça le problème. Parce que la création, de le vivre, de l'inscrire dans son registre de processus d'expérience, c'est une chose. Mais de faire quelque chose, ça n'a pas donné vraiment beaucoup de choses très réussies. Alors il y a des spécialistes dans la musique, peut-être plus facilement. Parce que la musique, le problème d'une part, on peut rarement se couper un doigt avec une guitare, donc même si on est pété et tout, on peut jouer. Et le mécanisme du guitariste qui a passé des milliers d'heures à faire ça est tellement automatique que s'il voit, il entend, il peut le faire. Ça, je pense, dans la musique, on peut. Dans le dessin aussi, certainement. Mais dans les choses comme moi, je ne me mettrais pas à souder, par exemple. Par exemple, ou meuler, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. J'écarterai les choses. Voilà. Alors maintenant, on voit, pas plus tard que hier, dans la tribune, ce que ChatGPT peut créer comme habit de mode. Mais, je veux dire, c'est consternant. C'est consternant parce que c'est l'outil, c'est lourd, quoi. C'est lourd et c'est pas poétique. Ça me paraissait mais complètement. C'est pas ça pour moi l'imaginaire. Et ce que je comprends pas dans le phénomène parce qu'on parle beaucoup de création par ChatGPT. Et ce que je trouve fou, c'est que le seul truc qui est vraiment excitant dans la vie de l'homme, c'est imaginer et créer. Et on aimerait le faire remplacer par des programmes, des algorithmes et des choses. Et je trouve quel gâchis, parce que quelle liberté on parle de conscience, quelle liberté d'amener une conscience à travers une matière et à travers l'autre, quoi. Et ça, on veut le remettre à presque de la bêtise, vulgarité. Pour moi, c'est absurde. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour 1000 choses, mais pas ça. Pas la création. Alors que les gens sont tout contents. C'est comme pour moi les gens qui suivent des programmes pour faire leur carte de visite. Faire une carte de visite, c'est l'occasion de se montrer à l'autre
comme on veut. Et ils prennent des logiciels qui donnent des cartes de visite toutes prêtes. Après, on s'étonne que la vie est monotone, triste et grise, mais je veux dire, on se donne de la peine pour que ce soit comme ça. donc je suis un peu interloqué qu'on veuille donner qu'on veuille se débarrasser quelque part. C'est pas que ChatGPT existe, c'est qu'on va lui donner la part la plus belle de notre vie bêtement, quoi. C'est un regard assez critique, mais sans enlever le côté certainement. C'est comment dire, la vie, la rencontre, c'est que des petites décisions. Ces petites décisions, c'est ce qui fait votre personnalité, c'est ce qui affine votre chemin et tout ça. C'est la chose la plus difficile. Est-ce que vous prenez de la chantilly ou pas? Un sucre ou deux sucres? Pas de sucre, mais de la crème. Oh, vous savez, le café, ce café-là avec la crème est très bon. Vous voulez vraiment pas de crème? Et ça. Et petit à petit, tous ces petits choix qui font que vous êtes vous et pas l'autre, sans être dogmatique à dire je ne prends jamais de café sans sucre, etc. C'est très compliqué parce qu'on doit décider si on veut plus être dogmatique ou pas, parce qu'on n'a pas envie qu'on pense qu'on est dogmatique, donc on pourrait faire l'effort de dire qu'on est un peu autrement, parce que, etc. Tout ça, c'est la complexité du quotidien, de la vie, de l'échange et tout ça, qui fait qu'on est homme. Mais si on donne tout ce chemin d'hésitation, de doute, de certitude parfois, et à une machine ou à des programmes, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on va vraiment se poser la question, quelle est notre marge de manœuvre de personnalité, quoi, si on n'est pas vraiment encore plus formaté que ce qu'on l'est déjà maintenant. Et ça, c'est effrayant parce que la beauté de la vie, c'est d'être singulier. La machine est faite par la matière et par les hommes, donc est-ce que peut-être une face cachée de la conscience se glisse insidieusement dans un mécanisme électronique, dans une puce? Ce serait en tout cas très déroutant pour l'être humain, et ce serait peut-être sa fin. Ce serait peut-être on dit on attend l'effondrement, mais il s'est déjà passé, donc on attend la conscience, peut-être qu'elle nous a déjà quittés. C'est pas, on peut être. Mais c'est, ouais, c'est en tout cas un très beau sujet.